Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, on continue notre sujet. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté, je crois, aux additionneurs. Aux additionneurs, oui. Oui. Alors, les additionneurs, c'est comme vous voulez. Ou bien sur le cours, celui sur le cours, ou bien On continue sur le livre. sur le livre. Voilà. Alors, c'est dans la On passe au page. chapitre 5. Ah, très très bien. C'est la page La page 239. 239. Voilà. Vas-y. D'accord, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on commence avec les additionneurs. Tout d'abord, on commence avec le half adder, c'est le demi-additionneur. Donc, pour le demi-additionneur, donc, c'est un additionneur à un bit. Donc, il fait l'addition de un bit et un bit. Il a deux entrées et une sortie plus la retenue en sortie. D'accord. Donc, ça, c'est pour le demi-additionnel. Donc, la contrainte de ce demi-additionnel, c'est que il n'a pas d'entrée pour avoir la retenue de notre additionnel en série. Précédente. Précédente, voilà. Donc, ce qui nous oblige à avoir les additionnels complets ou bien le full adder. Donc, il a deux entrées. Concernant le demi-additionneur, alors c'est quoi son intérêt? Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est quoi c'est quoi l'intérêt de l'étudier? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer des additionnels? On ne peut pas l'utiliser. Ah ben si, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. C'est pas écrit dans le livre, mais je sais qu'on peut l'utiliser. Il est avant le full adder, c'était le half adder, et on pouvait l'utiliser. Là, je l'ai mis sur mon cours. On pouvait l'utiliser, par exemple, pour former un additionneur à 4 bits. On utilisait 8 demi-additionneurs. Contrairement au full adder, par exemple, pour qu'il y ait un additionneur à 4 bits, on n'utilisait que 4. Je sais pas, je l'ai mis dans le cours, c'est la dernière page du cours. J'ai parlé de ça. Ça fait rien. Ça. Vas-y, ouais. Les formules, c'est par exemple le demi-additionneur. Comment on arrive à sortir les résultats? Ces résultats, par exemple, les formules. Donc, pour la sortie, on applique le XOR. Oui, pourquoi? Et pour pourquoi? Parce que bon, suivant la table de vérité. Donc, on suit la table de vérité, c'est mieux pour mieux comprendre. Donc, on a en entrée le A et le B. Ça veut dire sortie, on a explication, le ça. C et le S. Oui. Donc on utilise le XOR parce que c'est la première ligne. Donc, on a le A et le B. Oui. Le A et B, c'est 0 à 0. Donc en sortie, nous aurons le 0. Et il n'y a pas de retenue. Donc, le C out, donc, il sera à 0. Et c'est quoi c'est quoi comment on appelle ça? C'est quoi le sens de la table de vérité? Comment on peut sortir cette table de vérité? En faisant le AND, plutôt le OR. J'ai pas compris. Par exemple, cette table de vérité, comment elle était déduite? C'est quoi sa spécification? C'est quoi la spécification de cette table de vérité? Comment on arrive? Donc, on utilise la table de vérité pour déterminer la fonction. Oui, vas-y. C'est ça. Pourquoi c'est pas, par exemple, c'est out, par exemple, le premier, pourquoi c'est pas 1? Ça, c'est 0. 0, 0, 0, 1. C'est out. Parce qu'on est en train de faire une addition. Voilà, très bien. C'est par rapport à l'addition. Ça, c'est le résultat de l'addition. Oui. De l'addition, oui. Ouais. Donc, en quelque sorte, on peut dire que 0 plus 0, donc c'est 0 et il voilà. n'y a pas de retenue. Très bien. Le 0, voilà, le 0 plus 1, c'est 1, la retenue est 0. Le 1 plus le 0, donc c'est toujours le 1 et la retenue est 0. Le 1 plus 1 est égal à 2. Est égal à 0 plus la retenue 1. Voilà, c'est 2. Voilà, est égal à 2, donc le 2,
En binaire, c'est 0, 1. Donc, en sortie, on aura un 0 et la retenue, ça sera un 1. Très Donc, bien. ici, on suit la sortie, on trouve que la fonction, c'est le A XOR B. De S. C'est le S, et la fonction de S, c'est A XOR B. Ouais. Parce que Et le C, la table du XOR, c'est 0. c'est 0, 1, 1, 0. Très très bien. Voilà. Il suffit juste qu'un des entrées il faut qu'il soit différent l'un de l'autre. Donc, Voilà. si le premier est 0, le deuxième est à 1, ou bien le premier à 1, le deuxième à 0, Très très bien. Très très bien. pour qu'elle soit vraie. Et le C-out, c'est le A and B. Mhm. Comment? Suivant la table de vérité. Le Voilà. C-out, donc c'est le 0, 0, 0, 1. Donc, lorsque A est vrai et B est vrai, donc C-out est vrai. Voilà. Très très bien. Voilà Donc, le. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le half adder. Voilà le full adder. Ouais. Donc, pour le full adder, donc si on a une séquence de bits, on fait l'addition d'une séquence de bits, donc le half adder donc selon ma compréhension depuis le cours, donc il ne permet pas euh, ce séquencement-là. Pourquoi? Parce que si on voit sur la figure 5.2, donc c'est 1 plus 1 est égal à 0 et la retenue est 1. Mhm. Donc pour la deuxième colonne, il faut avoir une autre entrée qui va nous permettre de prendre en considération le 1 de retenue de la première colonne. Mhm. C'est ça. J'ai pas bien compris. Zid d'expliquer. D'accord. Donc pour le full adder, qu'est-ce qu'il y a de plus pour le full adder? Donc Mhm. premièrement, nous avons plusieurs bits additionnés. Donc nous avons, c'est-à-dire si on fait une série de full adder pour Mhm. avoir par exemple une addition à 4 bits. Mhm. Donc Combien il me faut il de va nous full adder? faire 4. 4, voilà. Ça veut dire que chaque full adder Chaque full adder est pour un bit. est responsable voilà, d'une colonne dans l'addition. Une colonne, voilà, donc d'une Voilà. colonne dans l'addition. Si on va par exemple Donc l'addition dans la figure 5.1. 5.1, oui. Voilà. Le full adder, c'est ça, il fait la simulation électronique de l'addition sur une seule colonne. Sur une seule colonne, Voilà. voilà. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le full adder par rapport au half adder? C'est l'entrée Cin. Hmm. Cin, c'est quoi? C'est la retenue du full adder précédent, De la colonne précédente. de la colonne précédente. Voilà, très bien. Voilà, donc, Voilà, on va vérifier la table. Est-ce que c'est on vrai, va c'est pas vérifier la vrai? table. Ouais. Voilà. Donc, c'est toujours A plus B, 0 plus 0, donc ça va nous donner un 0. Mhm. Et le C-out, c'est 0. Le 0 plus 1, c'est 1. Le C-out, 0. Même chose pour le C-in. Donc, Mhm. le 1 plus 0, c'est toujours 1. C-out, 0. Le C-in, 0. Le 1 plus 1, donc ça va nous donner un 0 sur S. Mhm. Et 1 sur C-out. Mhm. Là, on a supposé qu'il n'y a pas de retenue précédente. Il n'y a pas de retenue précédente. Voilà. Donc, si on passe à la ligne suivante, donc là, ça va changer. Donc, ce 1 sur le C-out, il va être le C-in de la colonne suivante. Oui. D'accord. Donc, le A plus le B, 0 plus 0, c'est 0. Et le 1 de la retenue de la colonne précédente, donc c'est 1. Et le Oui. C-out, c'est 0. Oui. Le 0 plus 1, c'est 1. Avec le 1 de la retenue précédente, Ça fait combien? ça fait 2. Donc, Ça fait 2. ça va donner 0 sur le S et une retenue pour le C-out. Pour la colonne suivante. Voilà, très bien. Pour la colonne suivante. Donc, le 1 plus 0, ça va nous donner toujours 0. Et 1 pour la colonne suivante. Le 1 plus le 1 est égal à 2. Donc, c'est 0 pour le S plus le 1 de la colonne précédente. Donc, ça va nous donner 1 plus une retenue pour la colonne suivante. Mhm.
Donc la fonction La dernière? de S ici. J'ai pas suivi la dernière. J'ai pas suivi la dernière. Ah, d'accord. Ouais. Donc 1, le A et plus le B, c'est 1 plus 1. Mhm. Donc ça va nous donner 2 Oui. normalement. Donc normalement c'est 0 sur S. Et comme il y a la retenue, le CIN, Oui. la colonne précédente, donc ça va nous donner un 1. Non, c'est pas la... Ah, la logique, c'est pas ça. La logique, c'est qu'on a 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça. D'accord? Plus la retenue précédente, c'est 3. C'est 3. On va écrire 3. 3, ça veut dire S, c'est le premier bit, et c'est out, c'est le deuxième bit. Deuxième bit. Voilà, je dois écrire 3 en binaire. Voilà, je vais écrire 1, et la retenue suivante, je vais la passer l'autre colonne. Voilà, Voilà, voilà. exactement. Mhm. Donc la fonction de S ici, c'est toujours, c'est en fonction du XOR. Donc C'est une on a fonction de un XOR. A, Ouais. hein? C'est une fonction du C'est XOR. c'est une fonction de XOR. C'est A XOR B XOR CIN. Comment vous avez su? Euh, on peut faire la table, il n'y a pas de problème. La table Donc, sur 3 variables. Là, on connaît le XOR sur 2 variables. Le XOR connu, c'est sur 2 variables. Il n'y a pas de problème, on peut faire des parenthèses entre le A et le B, et on laisse le CIN à part. Donc on s'assure du XOR A XOR B, Mhm. et le résultat, on le compare avec le XOR CIN. Donc ça, c'est une propriété de l'algèbre de Boole, normalement. Est-ce qu'on l'avait fait? L'avait faite, cette propriété. La distribution du XOR. Non, on n'a pas fait la On a, distribution voilà, du XOR. on n'avait pas fait ni le C'est XOR, pas la ni le... distribution du XOR. Voilà. Je ne me rappelle pas comment. Donc la propriété des parenthèses. Donc si je fais... C'est la distributivité. La distributivité. Ouais. Donc c'est... Ah, pardon, c'est pas la distributivité. C'est pas la distributivité. Non, non, C'est pas l'associativité. l'associativité, exactement. Voilà. Donc A XOR B, entre parenthèses XOR C, c'est la même que A XOR B et C uniquement entre parenthèses. Ça c'est... Comment vous avez ça? Moi, je le sais, c'est vrai, c'est correct. Mais c'est pas aussi facile que ça. On n'a pas étudié ça, c'est vrai. Ça n'existe pas dans l'algèbre de Boole. Dans l'algèbre de Boole, il y a l'associativité entre l'addition, on a vu c'est celle de l'addition, et celle de la multiplication. C'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais on peut on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc le XOR, c'est quoi? Juste une remarque. Hein. Il y a un problème. Parce qu'il y en a deux types. Par exemple, le logiciel. Dans logiciel. Je vais vous montrer la porte XOR. Voilà. Je vais vous montrer la porte. C'est pas un gros problème, mais c'est juste qu'il faut faire le point ici. Ça, c'est la compréhension de l'algèbre de Boole. Si je prends une porte XOR, voilà. Je prends une porte XOR. Je vais vous montrer. Voilà la porte XOR. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je ne l'ai pas encore, Azouz. Voilà, vous allez le voir. Je vais actualiser la page, la vidéo. Je vais mettre une porte XOR. Je vais mettre 3 entrées, c'est ça? D'accord. Voilà, je vais mettre 3 entrées. Et je vais faire ce que tu viens de me dire. Par exemple, le XOR si on voit la table, je vois la table que vous m'avez faite. C'est... par exemple, le XOR de 0, 0. Je vais prendre le XOR de 0, 1, 1. C'est combien dans la table? Le XOR de 0, 1, 1. 0, 1, 1. C'est 0. Hein? C'est combien? Je ne sais pas. C'est 0, 0. C'est 0, ok. Ah. On va l'appliquer. 0, 1, 1. Donc... Voilà le XOR. Voilà, c'est de 0 à 1, c'est 1. Voilà. Je vais le faire. Hein. Je vais le faire sur le logiciel. 0, 1. Et ça va me sortir la valeur 0. C'est vrai, elle m'a donné la valeur 0. Alors, je vais faire le XOR de, par exemple, 3, 1. 1, 1, 1. Le dernier. 1, 1, 1. Ça me donne sur la table, c'est 1. Ah, voilà. Dans le logiciel, ça me donne 0. Normalement, ça devrait donner 0, oui.
Ça devrait donner 0. Parce que pour avoir qu'il y ait une entrée, au moins une entrée à 0. Là, non, il y a pas de vrai ou faux. Les deux solutions sont vraies. C'est ça la remarque. La solution normale, c'est que le XOR, il compte le nombre de 1. Il compte le nombre de 1. Si vous avez par exemple un nombre impair de 1, qui va 3 par exemple, 3 1, il va vous sortir la valeur 1. Ça, c'est le XOR. Ah, d'accord. Donc, il compte le nombre de 1. Voilà. Dans le logiciel, par défaut, il sort 0. Mais le logiciel, si je clique par exemple sur la porte, il va me donner une option. Il vous dit, vous voulez prendre la notion qu'on vient de faire, sinon la notion, une autre option, c'est un autre XOR, d'accord? Dans l'algèbre de Boole. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire le point ici. C'est pas facile. C'est pas facile. Lorsqu'on ajoute par exemple, lorsque je vous dis par exemple NAND de 4, c'est pas facile à faire. C'est pas intuitif. C'est pas comme le NAND de 2. Oui. Il faut se rappeler de l'algèbre de Boole. Il faut se baser sur l'algèbre de Boole que, voilà, là, dans le XOR, on avait 3 entrées, il y avait deux solutions possibles. Mais dans l'algèbre de Boole, on n'avait pas étudié que le XOR était associatif, et ça, c'est dans l'algèbre de Boole. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Malgré que ça, les fonctions, on ne peut pas les sortir directement, visiblement, de la table de vérité. Il faut suivre les étapes. D'accord, il faut voir la méthode de 5 étapes. Comme la suivante, par exemple, elle est plus délicate, le C-out. Ouais. Vous ne pouvez pas directement lire le C-out, c'est ça? C'est ça, oui. Exactement. Voilà, il faut faire le développement. J'ai mis un peu de temps pour la comprendre, comment ils ont eu Le C-out. le C-out, oui. Ouais, il faut savoir que ça je l'ai fait en TD. Il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions possibles. Solutions correctes possibles. Il y a plusieurs solutions correctes possibles. Celle-ci, le C-out, c'est celle qui contient le moins de portes. Elle contient 4. Moins de portes. Les autres, au minimum, les autres sont généralement 5 portes. En principe, il y a 2 autres solutions possibles. 2 autres solutions possibles qui ont été faites par les étudiants. Que le circuit était correct. Ils ont fait la réduction et ainsi de suite. Le circuit était correct. Mais il contenait 5 portes. Bien sûr, on cherche toujours le nombre minimum. À minimiser au plus. Celle-là est la plus connue. Vous pouvez taper sur Google par exemple, full adder. C'est toujours cette formule qui va sortir. Cette formule, elle contient 4 portes. Une porte OR qui représente les 2 additions. D'accord? Et 3 AND. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà, vas-y. Donc normalement c'est ça. Ça c'est le full adder. Voilà, le full adder. Le full adder. Vous avez vu le logiciel? Le logiciel. Non. En diffusion. Pas vu encore. Non. Je sais pas ce que. Je vais actualiser. Donc je dois chaque fois actualiser la vidéo. Ouais. Parce que. Je suis toujours sur le PDF. Parce qu'il y a. Je vais vous le montrer. Je vais le montrer sur logiciel. Parce que. Il y a quelque chose d'assez important. Donc ici, Azouz, pour le C-out. Comment elle a été déduite comme ça? Cette fonction. Comment elle a été déduite? Elle n'est pas été déduite, elle a été développée. Elle n'était pas été déduite. Comment elle a été développée? C'est c'est la méthode à 5 étapes. On avait étudié ça, non? La méthode de 5 étapes. Le premier chapitre. Voilà, c'est toujours comme ça. vous avez un circuit, vous savez comment il fonctionne. Vous allez commencer par faire le schéma global. Le schéma global ici, c'est la figure 5.2. Après, c'est la table de vérité. Voilà, après c'est les fonctions canoniques. Là, il n'a pas voulu les écrire, mais il faut écrire les fonctions canoniques. Après, il va faire la réduction avec en utilisant la réduction algébrique ou bien Carnot. Après, la fonction elle va sortir toute seule. Si on utilise sur le C-out, si on utilise la table de Carnot, on
on a fait le développement sur essayer de voir dans les exercices de la série. On fait la table de Carnot et la formule va sortir toute seule. Dans il y a juste un problème concernant le S, concernant le XOR. D'accord. Si vous faites la réduction, vous allez voir que la table de Carnot ne va pas vous donner de résultat. Je ne sais pas ce que je l'ai ou pas. Pourquoi? Essayez d'imaginer. Parce que lorsqu'on fait la table de Carnot, les 1 ils seront distribués comme si c'était dans un échiquier. Ils auront le pattern ou bien la forme d'un échiquier. Les 1, ils sont entrelacés, d'accord? C'est comme les cases d'un échiquier. Là, on peut faire aucune réduction. C'est vrai? Une réduction, oui. Voilà, il faut passer alors par la réduction algébrique. Réduction algébrique. Voilà. Le développement, vous allez faire développer. Là, vous allez avoir A, XOR B, XOR C. D'accord? D'accord. Mais c'est pas facile de lire directement. C'est possible de lire. Là, c'est le chapitre 5. Alors, dans le livre, pour l'auteur, c'est que en principe, l'étudiant a déjà maîtrisé ça. Il connaît ça. Voilà. Il n'a pas précisé qu'il faut faire la réduction et ainsi de suite. Mais il faut les faire. Pour faire sortir les fonctions, il faut faire les étapes. 5 étapes. Voilà, on suppose, là je veux juste voir un cas réel. On a compris la théorie. Je vais vous faire voir un cas réel. Par exemple, je vais vous le faire montrer dans le logiciel. L'implémentation d'un vrai additionneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez sur YouTube. J'ai toujours le PDF. Ah, toujours le PDF. Normalement, là, j'ai le circuit sur le logiciel. Voilà, il y a Adder 4 bits. Adder 4 bits, voilà. Voilà. Donc, un multiplexeur. Multiplexeur 8.1, tout ça est fait manuellement. Tout ça, c'est manuellement par rapport aux connaissances théoriques. D'accord? Ça, c'est moi qui je l'ai fait. C'est un circuit qui représente un autre processeur. D'accord? Je vais essayer d'entrer dans l'additionneur 4 bits pour voir qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Voilà. En principe, ça va y arriver. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Vous avez vu, il y a 4 full adder. Voilà. Il y a par exemple le A et le B sur 4 bits. Les 4 bits, ils sont après distribués 0, 1, 2, 3 vers premier full adder, deuxième full adder, troisième full adder et ainsi de suite. La chaîne, elle est bien visible, la chaîne. Ouais. Voilà. La question qui se pose ici, c'est que le premier full adder, son C-in, comment il est? Le C-in voilà, le premier. Là, sur le circuit, il apparaît comme une entrée. Ouais. C'est une entrée, je pense qu'elle est alimentée par autre chose. Oui, mais comment, par exemple, si on voulait faire l'addition, quel est le C-in de la première colonne dans l'addition? Donc c'est 0. C'est 0, voilà. C'est pour faire l'addition, c'est toujours comme ça. Pour faire l'addition, c'est que la première colonne, son C-in doit être à 0. Pour la première colonne, les autres ils sont en chaîne. Jusqu'à la dernière. Jusqu'à la dernière, oui. Jusqu'à la dernière. Et pour la dernière, Azouz. Oui. Et pour la dernière, le C-out de la dernière. Oui. Du dernier full adder. Il représente quoi? Il représente le carry. C'est pour ça qu'on appelle C. C'est le carry. C'est en anglais, carry. La retenue. La retenue, oui. Oui. Dans la programmation assembleur, ça représente le flag carry. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de ça ou pas. On avait fait ça dans le X86. Il avait les bits de flag. Par exemple, si j'ai ce circuit-là, un additionneur à 4 bits. Mmh. D'accord.
Donc, le C-out, qu'est-ce qu'il représente هنا? C'est le carry. Donc, C'est le carry. Il est très important, hein. Je vais vous expliquer. c'est le carry et il est toujours à 1 ou bien toujours à 0. Ça dépend. Là, ça dépend. Ça dépend de Ah, l'addition. ça dépend. C'est logique, ça dépend de l'addition. Ça dépend, est-ce qu'il y a. Si je fais par exemple 8 plus 8, 1000 plus 1000 sur 4 bits, le résultat, ça sera. Ça sera 2000, normalement. Essayez de le faire sur papier rapidement, vous allez voir. Ah, 1000, le résultat, ça sera 0. ça sera 0, 0, 4, 0. Et voilà, et le circuit, le 1 sur le cinquième bit, il n'a pas de cinquième bit, il va le sortir sur le carry. D'accord. Alors pourquoi faire? Il va être utilisé après. Très très bien, et c'est très important. Très important. Généralement, tous les processeurs, le x86, le ARM, tous, ils ont ce flag. Ce sont des bits, sont des drapeaux. Il y a le carry. Est-ce que votre opération d'addition, est-ce qu'elle a produit un carry ou pas? Si elle produit un carry, le carry, il peut être utilisé pour faire une addition sur 8 bits. Là, vous avez un additionneur sur 4 bits. Vous pouvez l'étendre facilement vers un additionneur sur 8 bits. Comment vous allez faire? Vous allez prendre sur le logiciel, hein, par des instructions de l'assembleur. Vous allez prendre le carry, vous allez l'insérer dans le C-in dans la deuxième opération. D'accord? D'accord. Il a encore d'autres vertus. C'est qu'il peut détecter l'overflow, si vous n'avez pas de circuit d'overflow. Là, je ne sais pas vous avez vu ou pas, mais il y a un XOR qui représente l'overflow. D'accord. Est-ce que vous avez, c'est quoi l'overflow? C'est le dépassement de capacité, voilà. De capacité. C'est le dépassement de capacité dans une opération. Ça veut dire que le résultat de l'opération, il est erroné. Il est erroné, d'accord. Par contre, le carry, pas forcément. C'est vrai que 8 plus 8, le résultat était faux. Mais c'est pas, dans tous les cas, c'est pas obligatoire. Hein. Parfois, vous pouvez avoir un carry, mais le résultat, ce serait correct. Juste. Bon, oui. Par exemple. Par exemple, les nombres négatifs. C'est le carry où il est à 1, c'est lors des utilisations des nombres négatifs dans le... C'est le bit de signe. C'est ça, c'est pas le bit de signe. Le bit de signe, c'est le 4e bit. Le carry, c'est le 5e bit. D'accord. On va faire un exemple. Là. On va faire par exemple moins 1. Comment on écrit moins 1, complément à 2, sur 4 bits. C'est très facile. Donc c'est 1, 0, 0, 1. Ah non. Sur 4 bits. Sur 4 bits, le moins 1. Complément 2, complément 2. On travaille toujours complément 2. Avec un bit de signe. Avec le 4e bit, qui est le bit de signe. C'est 1, 0, 0, 1. Non. Alors, comment on fait? On va faire étape par étape. C'est le 1. C'est le 0, 0, 0, 1. Ça, on commence avec ça. Ça, c'est le 1. 0, 0, 0, 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le complément 1 en inverse. Ça devient 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Et deuxièmement, on ajoute le 1. Ça devient 4, 1. Voilà. Pour s'assurer, vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Hein. Avec une calculatrice. Voilà, la calculatrice, on fait 0 moins 1. En binaire, on va faire 0 moins 1. Ça va nous donner, voilà, je vais faire 0 moins 1. Vous allez voir que c'est tous des 1. Voilà. Si je fais par exemple moins 1. Plus 1. Faites l'opération. Moins 1 plus 1. Plus 1. Ouais. Faites-la avec un papier et un stylo. Et ça donnerait? Ça donne 4 fois 1. J'ai pas compris. Donc le 1, ça va donner 4, 0. 4, 0. 4, 0. Est-ce que le résultat est correct ou pas? Il est correct. Voilà, c'est moins 1 plus 1. Ça يكون عندنا le carry. Voilà, il y a un carry, malgré qu'il y a un carry, le résultat reste correct. Le carry, généralement, il y a 1 lorsqu'on fait la soustraction. Généralement 1.
Pardon, lorsqu'on fait l'opération une opération sur les valeurs négatives, les valeurs voilà, négatives. Alors l'overflow, c'est un deuxième bit, toujours c'est un bit de flag qui permet de dire s'il y a un dépassement de capacité Dépassement de capacité. voilà, que la capacité 4 bits elle n'est pas suffisante pour représenter le résultat, pour contenir la valeur du résultat. Voilà. La chose la plus importante ici, à savoir aussi, c'est que comment vous pouvez utiliser un additionneur, l'additionneur qu'on vient de voir, pour créer un soustracteur. On a l'additionneur, on ne va rien changer, on va laisser la même opération d'addition, mais on va l'utiliser en même temps sous format de soustracteur. On doit juste faire quelques modifications, d'accord, pour le transformer en soustracteur. En principe, c'est expliqué dans le livre. Cette opération est très importante et c'est pour ça que le complément à 2 prédomine les représentations. C'est pour ça, parce que avec le complément à 2, vous n'avez pas besoin d'un additionneur et d'un soustracteur qui sont deux circuits différents. C'est le même circuit. On utilise exactement le même circuit qui est l'additionneur. D'accord. D'accord. Vous ne l'avez pas vu dans le livre. Je ne l'ai pas vu dans le livre. C'est juste après. C'est juste après l'additionneur. Le Kerry Lockhead Adder. C'est le... Non. Ah non, là c'est Ripple Carry Adder. Ça c'est des additionneurs sophistiqués, j'ai oublié, c'est pas ça. C'est des additionneurs mais qui sont évolués. Ripple Carry Adder. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même les autres. Il y a plusieurs. En principe, c'est... Ah, c'est le 5.2.2, soustraction. Dans la page Subtraction. 246. La page 246. Voilà. Voilà. Azouz, j'ai une question parce que j'ai pas pu comprendre le Kerry Lockhead Adder. Donc j'ai compris que sur un full adder à 1 bit, donc le signal il doit parcourir un adder par adder. Donc ça crée une certaine latence. C'est lent, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ripple Adder. C'est le Ripple Adder. Voilà, c'est le Ripple Adder. Ripple Carry Adder. Qu'est-ce que ça veut dire Ripple? C'est une vague. C'est une vague, c'est une ondulation. Voilà, c'est l'ondulation. C'est une ondulation. Donc pour le Kerry Lockhead Adder, donc là, on divise. C'est ce que j'ai compris. Donc on divise les additionneurs. Par exemple, si on veut faire un additionneur à 32 bits, donc on peut créer 4 additionneurs de 8 bits, par exemple. Dans le livre, c'est pas ça. Dans le livre, c'est bit par bit. شوف يقول لك the fundamental reason that large ripple carry adders are slow is that the carry signals must propagate through every bit in the adder. Donc le signal il doit se propager à travers chaque bit chaque adder, d'accord. Donc Kerry Lockhead adder CLA is another type of carry propagate adder that solves this problem by dividing the adder into blocks. Donc l'additionneur راح يديفيزيه en blocs. And providing circuitry to quickly determine the carry out of a block as soon as the carry is known. Non. Donc يديرهم des blocs. Par exemple, a 32-bit adder may be divided into 8 4-bit blocks. C'est vrai. Mais vous allez voir, même le 4 bits. صح انا ابري شوف بعد يقول لك السياليز اللي هما هذ لي لوك هاد ادر هذو use generate G يجينيريو ان سينيال ويبروباجيو ان سينيال بي. Mais après, j'ai pas pu. L'astuce c'est simple. L'astuce c'est de calculer. Même par exemple, c'est 32, on la divise sur 4 bits. Ça, le problème c'est que, tu sais, il parle de quelque chose de réel, d'existant. On a travaillé avec ça dans l'année passée. Dans l'année passée, on avait utilisé des additionneurs. C'est la référence, c'est 74
81. Ils sont pas technologiquement, ils sont pas des additionneurs Ripple. Ils sont des additionneurs que le cap Adder. D'accord. Ils étaient sur 4 bits, d'accord. Et nous, on avait besoin de faire 2, d'accord. On avait besoin d'ajouter un autre circuit qui va, un troisième circuit, hein, qui va calculer le carry. D'accord. Non, là c'est pas pour c'est pas l'explication, hein, c'est le cas réel. Je veux juste démontrer que ça existait réellement. Ça c'est 4 bits. Pour former d'autres bits, je peux facilement le chercher. La référence c'est ça. C'est 74. Donc l'addition, c'est un Ripple. C'est un Ripple additionnel à 4 bits. Non, c'est pas Ripple. C'est un look ahead à 4 bits. D'accord. Ouais, c'est un look ahead, mais il a besoin d'un troisième circuit qui va calculer la retenue. Voilà, c'est ça. Le carry. Espérons que je ne me suis pas trompé dans le nom du circuit. Le circuit. 74 183. 83 en principe. Sinon, il est ici. Hein. Il est dans le schéma de Gigatron. Il a été utilisé dans Gigatron. Open. D'accord. Gigatron, peu importe. La technologie Look Ahead Adder, elle est beaucoup plus intéressante que le Ripple Adder. Dans le fait que, non, c'est pas ça. Dans le fait que elle est plus rapide, d'accord. D'accord. À l'intérieur, pardon, c'est 283. C'est pas 183, c'est 283. 74, 283. Voilà. Là, on n'a pas ajouté un troisième circuit. C'est expliqué que vous pouvez ajouter un troisième circuit pour éviter le ripple, pour éviter l'ondulation. D'accord. Pour que le temps du calcul de la retenue soit plus rapide. L'astuce ici, pour construire ce type de circuit, c'est qu'il faut créer deux types de circuits. Il y a un circuit qui va faire l'addition. Et il y a un circuit qui va se contenter du calcul de la retenue. D'accord. Je vais vous expliquer. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé le datasheet. Voilà, this full adder form the addition of two 4-bit binary numbers. The sum outputs are provided for each bit and the result carry is obtained from the 4th bit. These adders feature the full internal look ahead. D'accord. C'est ça l'explication. These adders features a full internal look ahead across all 4 bits. Voilà, ça veut dire qu'il est plus rapide que le normal. Alors il faut la circuiterie. Comment on calcule ça? On a besoin d'utiliser la formule. La formule, elle essaie dans la formule là, c'est une formule booléenne. Il va essayer de séparer l'addition et le full et look ahead et la retenue. À la fin, voilà, le circuit final, c'est la figure 5.6 dans la page 242. Là, vous allez voir comment il arrive à faire. D'accord. D'accord. C'est assez complexe, c'est pas simple. Mais c'est un circuit beaucoup plus rapide que le Ripple Adder. Ouais. Il y a encore un autre circuit d'additionnel, c'est le préfixe Adder. Il est encore plus performant. D'accord. Le préfixe Adder, quoique il est beaucoup plus complexe, il demande beaucoup plus de circuiterie. Il est spécialisé pour les circuits les plus performants. Voilà, d'accord. D'accord. Il y a les datasheets كل شيء. Bien sûr. C'est bien connu. Les datasheets concernant la C74 sont pratiquement tous disponibles. Il y a juste une remarque ici, c'est que comment on va utiliser pour faire la soustraction à partir d'un additionneur. Ça, c'est très important.
À partir d'un additionneur. À partir d'un additionneur. En principe, ça c'est expliqué dans la partie que je vous ai. Dans la partie 5.2.2. Soustraction. Soustraction. Donc, on utilise le. On utilise un additionneur. Donc, on a le A, sur la figure A, on a le A plus le complément de B. Et le A, le complément de B, il y a la soustraction. Ça, c'est pas logique. C'est pas ça. Alors, la soustraction, qu'est-ce qu'il fait? La soustraction, pour faire la soustraction, avec l'addition, qu'est-ce qu'on fait? C'est par exemple, je veux faire par exemple 2 moins 1, par exemple, là, 2 moins 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 plus moins 1. C'est ça l'astuce. C'est ça, oui. Alors, c'est assez simple. Ça veut dire que le 1, je vais le transformer en moins 1, en complément à 2. En complément à 2. Comment je vais faire? Pour transformer un nombre en complément à 2, qu'est-ce que je fais? Par exemple, on a le complémentaire. اللي هو le B, très bien. ولا نزيد له؟ نزيدوا له le 1. Voilà, كيف نزيدوا le 1؟ نزيدوا له le 1 من le C1 هذا يكون A1. Très bien, voilà, c'est ça l'astuce. C'est que le C1, je le mets à 1, il va automatiquement ajouter le 1 et le résultat sera correct. Correct. Et le C1 AA, donc on envoie un signal à 5 volts. À 5 volts, oui. Ah, d'accord. Ou comment on l'envoie? Avec une horloge ou la... Non, il n'y a pas. Circuit combinatoire, il n'y a pas d'horloge. Ton circuit combinatoire. Les circuits combinatoires ne suivent pas l'horloge. Et l'horloge, elle est utilisée que pour les circuits séquentiels. Séquentiels. Où elle touche principalement la mémoire, elle contrôle la mémoire. Oui. On continue. On continue. Alors c'est ça le truc. Dans l'UAL, l'additionneur est très important. On a besoin d'un seul additionneur pour faire l'addition et la soustraction. Donc sur le côté conception. Donc le soustracteur, il est toujours conçu comme ça. Dans le complément à 2, d'accord, complément à 1, oui. C'est un autre circuit. Ah, d'accord. Donc, par exemple, valeur absolue, c'est pas le signe valeur absolue, par exemple, qui est la codification signe à valeur absolue, ce sera un autre circuit. Ça sera différent. C'est logique, parce que le résultat, c'est différent. C'est différent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, pour le moment, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on voit l'UAL ou bien... Laisse tomber, on va la voir après. L'UAL est assez complexe. Elle est assez complexe. On ne continue pas avec les flip-flops à Zouz. Si, on va vers les flip-flops. D'accord. Voilà, on vient terminer l'additionneur. On va vers les flip-flops. Les flip-flops, c'est dans la page. J'étais en train d'organiser les circuits. J'ai trouvé un circuit de 8 délatch, un registre de 8 délatch. Voilà, c'est le 573. À l'intérieur, il contient 8. Le 500... 74, 500, 73. À l'intérieur, il contient 8 délatch. D'accord. Et pour le flip-flop, ça c'est rare. Je vous ai dit que... 8 délatch. 8 délatch. C'est un octal. Ça écrit... Parce que خرج لي في les images خرج لي واحد هكا فيه 4 il contient 4. C'est octal. C'est octal délatch, il contient 8.
Et ça, c'est des latches, c'est pas la plus connue. La plus connue, c'est des flip-flops. Des flip-flops, je vais vous donner un exemple. Il y en a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de. Par exemple, le plus utilisé, lequel j'ai le plus, c'est le 273. 273. Voilà, essayez de l'avoir. 273. 273. C'est le IC. Hein? ICTTL. Oui, c'est TTL. 74 273. ICTTL. Ici, ça veut dire circuit. Integrated Circuit. Integrated Circuit. D'accord. Donc, c'est site commercial. On a datasheet. C'est très utilisé. Ça, c'est le même. Ça, c'est des flip-flops. Ils sont utilisés dans le Giga 3. Il y a par exemple le 74 173. Essayez de voir ça. يخلصوا كامل ب 73. كاين فورما واحد اخر. كاين 77 377. D'accord. Il n'y a pas de règle dans la. La nomenclature. Je pense pas. En tout cas, c'est assez vague. C'est pas bien précis. Il y a par exemple les JK flip-flop. J'ai 74 76. C'est les JK flip-flop. On va les voir après. 74 060. Non, c'est pas 0. 74 76. Ah, d'accord, tout court. Tout court. Ah, c'est les JK. JK flip-flop. Voilà, il y en a de tout. Vous pouvez trouver de tout. Ceux qu'on n'a pas trouvé, qui sont assez importants, c'est les registres des flip-flops 377. Ils sont à Alger. Alors on continue. On était à chapitre 3. En principe, la fois passée, on avait. C'est arrêté au latch, c'est ça? Des latches. On les a fait. Oui, on a fait les latch. Oui. Donc, on va. Il nous reste les des flip-flops. On va reprendre depuis des flip-flops. Voilà, et des flip-flops, c'est les plus connus. C'est 99% des registres. Maintenant, généralement, ils sont sous format de registres. Sont implémentés à base de des flip-flops. Vous allez voir, ils ont un avantage très important par rapport aux autres. Donc, d'après ma lecture, donc j'ai compris que donc parce que moi j'ai la notion de shift, des shifters. Donc un shifter et qui passe une information depuis un élément vers un autre. Donc les des flip-flops sont des circuits comme on les a vus par avant, c'est des latches qui sont liés avec un nœud. En série, bien sûr. Ce ne sont pas des shifters. Non, d'autres. Le format de shifter. Voilà. Donc, et qui sont contrôlés avec une horloge et complémentaire. Donc, une horloge et le complément d'une horloge. Donc, comment ça fonctionne? Donc, lorsque l'horloge est à 0, donc c'est des flip-flops. Des flip-flops, donc ils se composent des latches. Le premier, c'est un master et le deuxième est le slave. Donc, le premier, c'est le maître et le deuxième est l'esclave. Donc, pour son fonctionnement, si le cas de l'horloge, lorsqu'elle est à 0, donc sur le master, donc elle sera à 1. Ici, le maître, il est transparent et l'esclave, il ne l'est pas. Donc, ça, c'est à quel. Il est opaque. Sur le cas où clock, l'horloge est à 0.
Voilà, là, c'est juste pour rappel. Juste pour le délatch. Délatch, quand est-ce qu'elle est transparente, c'est Lorsque l'horloge est à 1. ah, très bien. Et elle est opaque. Lorsque l'horloge est à 0. Opaque, ça veut dire qu'elle sauvegarde l'information et qu'elle mémorise. L'information, elle mémorise son état. Et transparente? Et transparente, donc on aura la valeur de D sur Q. Voilà, elle modifie. On est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. Écrire la nouvelle valeur. La nouvelle valeur, oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Donc, on aura la valeur de D, comme celle qui est en entrée. Donc, c'est la valeur qu'elle va être en sortie. La meilleure façon de faire, pour comprendre, il faut faire un séquencement de l'exécution par rapport à l'horloge. On a l'horloge, on a la période d'une horloge. On va prendre une période d'horloge et on va faire le séquencement d'exécution. On va voir que l'horloge contient 4 parties. From montant, le 1, le 1 from descendant, 0. Voilà. On commence par exemple par, j'ai oublié, il y a un cas optimal pour commencer. Voilà, on commence par exemple par le par le 1. Pardon, on commence par le 0. L'horloge il est à 0. On suppose, voilà, voilà, vas-y, 0. L'horloge elle est à 0. Alors qu'est-ce que... Donc, l'horloge est à 0. Donc, sur le délatch med, donc, ça va être 1. Ça va être 1, oui. Donc, à 1, donc il est transparente. Ah, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire transparent? Transparent, donc sur le D, donc, on va avoir la valeur de D. Bien, on va avoir une écriture. On va écrire une nouvelle valeur sur Q. Sur Q. Ça veut dire transparent, ça veut dire que D il va transpercer. Il va transpercer le master. Il va sortir sur N1. Il va sortir sur N1. En même temps, slave. En même temps, le slave est opaque. Donc, il contient les anciennes valeurs. L'ancien, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait au préalable. Exactement. En tout cas, la valeur, elle est à l'intérieur. Une valeur sauvegardée à l'intérieur. Mais si on regarde par exemple dans sa globalité, la des flip-flop, que se passe-t-il réellement? Le Q, qu'est-ce qu'il contient? Sur le master ou bien l'esclave? En globalité, le tout. Il faut savoir qu'une des flip-flop, elle est composée de deux. Oui. La sortie d'une des flip-flop, c'est le Q du slave. C'est le Q du slave, oui, bien sûr. Voilà, que contient-il? Lorsque l'horloge est à 0. À 0, oui. Bien sûr, donc elle va contenir la valeur initialement sauvegardée. Ça veut dire 0, elle ne fait rien. En conclusion, 0, elle ne fait rien. À l'intérieur, on sait que 0 a permis au master de faire l'enseignement. Voilà. D'accord. Donc dans ce cas-là, donc on ne dit pas qu'elle ne fait rien. Elle ne sort rien, donc elle sauvegarde toujours la même information. Mais en quelque sorte, sur le master, il y a un changement d'information. Ça, c'est pas visible de l'extérieur. C'est vrai que l'intérieur, c'est vrai. Peut-être à l'extérieur, tu ne peux pas le voir. Est-ce que tu m'as compris? C'est vrai, on est en train de voir comment ça fonctionne à l'intérieur pour déduire après son fonctionnement. Mais après, on va oublier ça. Après, lorsque je vous donne des flip-flops, tu sais comment elle est construite à l'intérieur. Le plus important, c'est comment elle fonctionne. D'accord. Ça veut dire que dans le 0, le 0 n'influence pas on sait qu'il influence à l'intérieur. Mais globalement, il ne change pas la valeur. C'est ça? D'accord. Voilà. On va suivre. Ça, c'est le 0. Après, qu'est-ce qu'on fait? Un from montant. Après, voilà, ça c'est durant le from montant. Après, on fait un from montant. Voilà. Donc, c'est durant le from montant. Donc, sur le maître, elle va être 0. Oui. Donc, elle va être opaque, elle ne va rien faire, elle va sauvegarder toujours l'information. Elle va se transformer. Juste, c'est pour bien donner les bons termes, c'est une phase de transformation. D'accord. C'est une phase de transformation. Le master, il était transparent, il va devenir opaque. Opaque, d'accord. Voilà. Et le slave, il était opaque, il va se transformer, il va devenir transparent. Je veux juste rester sur le master. Lors de cette phase de transformation, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le terme exact? Donc, il sauvegarde l'information sur Q.
il mémorise. Voilà, il vient de mémoriser la valeur de D. De D, exactement. Et qui représente en même temps D de la, en global. C'est D du slave. Non. Enfin, Je parle du master. Je suis toujours dans le master. D'accord. Le master, il était transparent. Donc il est devenu opaque, donc il sauvegarde l'information qu'il venait d'écrire. Qui vient d'écrire, elle vient d'être verrouillée, sauvegardée. Verrouillé, sauvegardé sur Q. Sur le master, Sur elle, N1. voilà, Sur dans le le Q. master, voilà, qui sort dans le Q sur N1, elle passe vers le D du slave, c'est ça. Du slave. Voilà. Très bien. Très très bien. Le slave, qu'est-ce qu'il fait? Donc durant le franc montant, donc je disais que le master il va se transformer, il va sauvegarder l'information écrite précédemment, Mhm. qui est sur N1 et qui est en même temps l'entrée de D, la valeur de D. Donc à ce stade-là, l'horloge est à 1, donc elle devient transparente. Donc D, il va écrire la nouvelle valeur déjà sauvegardée par Q du master, et il va la transférer ou bien l'écrire sur Q du slave. Voilà. Il va la laisser transpercer. C'est ça. Il va la transpercer. Réellement, l'information, elle est sauvegardée dans le master. Slave, il est transparent. D'accord. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà, le truc ici. Il faut toujours prendre la vision globale. Par rapport à la flip-flop, que s'est-il passé? Par rapport à des flip-flops, En globalité. Là, on vient de voir à l'intérieur. Mais en globalité, le front montant, Ouais. il venait de transporter l'information depuis le D du master vers la sortie du slave, le Q du slave. Non. Il vient Le de front montant. Le front montant, ouais. Parce que par avant, On était à zéro. on était à zéro. La situation, c'était que, en globalité, la déflip-flop toujours sauvegarder une valeur. Vue de l'extérieur, bien sûr. Très bien. Oui. Donc, durant le franc montant, Montant. donc il a transporté une information depuis le master vers la sortie du slave. Globalement, on peut dire, d'une façon plus affinée, on peut dire que là, dans le franc montant, qu'est-ce qu'on vient? On vient de sauvegarder la nouvelle valeur. C'est vrai que, à l'intérieur, que s'est-il passé réellement? Le D, il a été contenu, verrouillé par le master, c'est ça? Il a été verrouillé par le master, il a été transmis par le slave. Ça veut dire, de l'extérieur, qu'est-ce que je vois des flip-flops? Que la nouvelle information a été transmise dans le D, elle vient d'entrer. Exactement. Elle vient d'être sauvegardée dans le franc montant. C'est ça. Et on arrive à la voir dans Q de la sortie de la flip-flop. C'est ça. D'accord. Oui. Voilà. On continue la phase suivante. C'est la phase 1. La phase 1. Que se passe-t-il dans la phase 1 de l'horloge? C'est pas la phase de transition, c'est la phase stable. La phase stable 1, il reste stable. Très bien. Mais il y a une remarque très importante. Supposons que je modifie le D, par exemple, de la D flip-flop. Le D ou bien le D du master. C'est le même. Si je modifie, est-ce que cette modification, elle va entrer dans la D flip-flop ou pas? Non, elle ne va pas entrer. Voilà. Ça, c'est le point de différence entre... Parce que sur le master, l'horloge est à 0. Donc, le latch, le délatch, il reste stable. Il sauvegarde l'information et il reste stable. Voilà, ce point est très important, c'est la différence, c'est ça la différence entre le franc montant et le 1. C'est différent. Est-ce que c'est logique ou pas? C'est pas la même chose. Voilà. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que durant le franc montant, donc il y a l'information qui est passée, Qui entre, voilà. qui entre très bien et qui est sauvegardée. Par contre, sur l'état stable 1, donc l'information elle est sauvegardée. Ça change Elle pas, reste sauvegardée
Voilà. Même si on change de D, Même si on change de master. oui. Ah, très bien. Voilà. Le front descendant, état de changement toujours. Sur le front descendant, donc, donc le master il va devenir transparent et le slave opaque. Oui. Ils vont se transformer. On suppose qu'on a juste un point. On suppose qu'on a changé la valeur de D par rapport à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. On suppose qu'on a changé D. Que va-t-il se passer? Donc, durant le front descendant, donc l'horloge du master, elle va devenir 1. Donc, le master, il va se transformer depuis l'opaque en transparent. Donc, la valeur de D, elle va être enregistrée ou bien sauvegardée sur Q. Elle va entrer, elle va transpercer. Elle va transpercer, exactement. Ouais. Une fois l'horloge à 1, donc là, plutôt à 0, ça reste à 0. Donc l'information, elle reste sur le master. J'ai pas compris. Essayez de suivre. On est dans le clock est égal à 0. On est dans le master, durant le front descendant, donc l'information D, elle va transpercer le master, elle va être... Arriver jusqu'au Q sur le N1. Oui. Plutôt sur le N1 sur Q du master. Jusqu'au... Elle va être la sortie, le N1. Oui, oui. Le N1. Il va être bloqué par le slave parce qu'il est opaque. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'il sauvegarde à l'intérieur, le slave? Le slave, il sauvegarde l'ancienne information. L'information précédente. Qui a été sauvegardée où? Sauvegardée donc lors du front montant. Très bien, très bien. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Voilà, lors du front montant, toujours le slave la sauvegarde. Malgré que le master vient de changer. Exactement. Voilà. Ça, c'est le 0. Ça, c'est pour le 0. Oui. Ça, c'est pour le 0. Ça, c'est pour le changement. Pour le 0. Donc, pour le 0, ça reste sur le... Ça reste la même chose. Ça reste stable. Ça reste stable sur la même chose. Même si on change, par exemple, quelle que soit la variation qu'on fait dans le master, toujours la variation, elle va dépasser jusqu'au slave. Toujours. Bien sûr. Mais elle va dépasser jusqu'au slave. Au slave. Si. Ah, elle va... Donc, sur l'état 0, donc on change de D, donc l'information, elle va transpercer jusqu'au Q. Voilà. Elle va s'arrêter ici. Ça s'arrêter dans le D du slave. Ah, bien sûr, ça va s'arrêter dans le D du slave. Voilà. Là, lorsqu'on arrive à 0, lorsqu'on continue à 0, quels que soient les changements, ils seront bloqués dans l'entrée du slave. On vient là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de parcourir une période d'horloge. D'accord. Jusque-là, l'information n'a pas changé. Le seul moment où elle a changé, c'est durant le front montant. Voilà, on est arrivé une seconde fois au front montant. Que va-t-il se passer? Une seconde fois au front montant. Ça, c'est la période suivante. La période suivante. Donc, voilà. La valeur déjà arrivée sur le D à travers le N1, donc elle va transpercer vers le Q du slave. Oui. Et le master, qu'est-ce qu'il fait? Et le master, il va être opaque, donc il va sauvegarder l'ancienne déjà transpercée. La nouvelle valeur qui a transpercée. Qui est transpercée, voilà. Voilà, très bien. Conclusion. Transversée. Conclusion de l'observation de l'extérieur de la D flip-flop. C'est que donc l'information durant le front montant, donc l'information elle transverse depuis le D vers le Q du slave. Voilà, d'une façon plus générale, on sait qu'une cellule mémoire elle a deux aspects, l'écriture et la mémorisation. On dit que sur la période d'horloge, il n'y a que le front montant qui permet d'écrire l'information à l'intérieur de la cellule. L'information qui est dans le D à l'intérieur de la cellule, alors que le reste de la période, c'est que l'information est sauvegardée à l'intérieur de la cellule. Exactement. La définition elle est très importante. Il faut bien la comprendre. Ça, c'est le principe du fonctionnement de la D flip-flop. Et en plus, ça c'est l'avantage. Je vous ai dit, ça c'est l'avantage, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait dans la D flip-flop? Ils ont réduit le temps de modification
du contenu de la cellule par rapport à la des latches. Des latches, un كامل تقدر modifier فيه. Très bien. Ça. Alors que la flip-flop, c'est le formatant qui permet de modifier. Ça, c'est important parce que le formatant, vous allez voir qu'il va gérer la modification des circuits séquentiels. Il va à la source, il va être la سمي عزوز source. برك تعاود لي باسكو كنت نكتب في لوبسيرفاسيون هذا وين برك Ouais. باش تعاود لي واش كنت تقول هذا وين Je vous dis que cette remarque est très importante concernant la modification de la cellule lors du formatant. Très bien. D'accord. Donc lors du formatant il y a une opération d'écriture de l'information. D'écriture de l'information. Le reste, c'est la sauvegarde de la mémoire. C'est la sauvegarde de la mémoire. Ça, c'est l'avantage de la flip-flop par rapport à la DLH. Très bien. Là où ça paraît intéressant, c'est que le formatant de l'horloge, il va contrôler ou bien générer le fonctionnement des circuits séquentiels. Vous allez voir que la modification des circuits séquentiels va se faire que lors du formatant. Et ça, c'est par rapport au fonctionnement du flip-flop. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Le reste, apparemment, c'est assez facile. C'est les registres. Voilà. Alors, c'est quoi les registres? Les registres, c'est des flip-flops qui ont une horloge commune. Voilà, c'est un tableau. On dit c'est un tableau de flip-flop. C'est ça, lorsque par exemple la référence 74200 que je vous ai montré, c'est un registre de 8 bits. Ça veut dire qu'il contient 8 flip-flops. Très bien. D'accord. Ça veut dire qu'on sauvegarde l'information sous format de mots. Par exemple sur un octet. Les registres. Ça veut dire que l'information, elle est enregistrée à l'intérieur des registres sous format de bloc. Par exemple, sur un octet. D'accord. Par exemple, si je voulais, j'ai un registre, je voulais sauvegarder par exemple la valeur 5. Je vais écrire 000040, et j'attends le formatant de l'horloge et je sauvegarde cette information à l'intérieur du registre. À l'intérieur du registre. Lorsqu'on dit par exemple dans les processeurs le registre X, l'accumulateur par exemple dans le X86, ou bien vous allez voir, on va utiliser le même, l'accumulateur dans le Gigatron ou bien d'autres registres, c'est ça le principe. C'est qu'il y a un ensemble de cellules, et dans l'ensemble de cellules, pourquoi on les met dans un ensemble, dans un tableau? C'est pour sauvegarder des valeurs encodées, par exemple des valeurs entières. D'accord? D'accord. Voilà, ça le registre. Et c'est la même notion de registre de la programmation dans l'assembleur. Par exemple, si on dit par exemple l'addition de registre A, l'accumulateur par exemple, add l'instruction de l'addition de x86, c'est ADC, c'est ça. ADC. Voilà, ADC, elle va faire l'addition sur l'accumulateur. L'accumulateur, c'est un registre à la base 16 bits, c'est ça, x86. Sur 16 bits. 16 bits. Alors, il y a 16 flip-flops à l'intérieur qui vont contenir l'entier du résultat. D'accord. Voilà. Enable flip-flop, c'est assez facile. Enable flip-flop, on ajoute une porte logique et le AND avec où elle a comme entrée l'horloge et une entrée enable. Enable, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle fait? Enable, c'est comme c'est un contrôleur. Oui. Donc, c'est une entrée de commande. Première remarque, c'est une entrée de commande. Voilà, c'est une entrée de commande. Donc, si enable est à 0, donc on est en état de sauvegarde de l'information. Donc, il n'y a pas d'écriture, donc on sauvegarde l'information qui est dans le flip-flop. Oui. Donc, et si enable est à 1, donc et l'horloge est dans la phase du formatant, donc là on peut écrire de l'information. Très très bien. Et c'est exactement ça ce qu'il nous... Voilà, c'est ce qui nous manquait dans le circuit de 74377. On n'a pas trouvé. Il n'a pas, parce que ce circuit il contenait l'enable. On a besoin de l'enable. Les autres registres n'ont pas d'enable. D'accord?
D'accord. On avait besoin de cette Tu fonctionnalité. l'as pas encore trouvé, même donc, tu Il est l'as à pas Alger, encore trouvé. j'ai appelé, il est lent, Ah, d'accord. lent à Alger. Euh, voilà, le suivant, recitable flip-flop. Donc, sur le resetable flip-flop, c'est une porte aussi c'est une porte AND sur l'entrée D. Mhm, C'est une commande mhm, euh, avec la valeur de D. Donc là, si euh, je mets le reset à 0, donc هنا راحوا لي الكلمات. mhm. Donc la fonctionnalité de ce reset, c'est pour réinitialiser l'information de D. Très très bien. Donc ما نعاودوش نهضروا على le fonctionnement Set sur le set. des flip-flops. D'accord. Voilà. C'est reset lorsque reset est à 0. Donc, quelle que soit la valeur de D, donc avec la porte 1 de D, il est à 0. Très très bien. Donc là, on remet la valeur de D à 0. Très très bien. Juste une dernière question. C'est quoi la différence entre synchrone et asynchrone? Synchrone et asynchrone. Il y a deux catégories de recettes. Il y a le recette synchrone et le recette asynchrone. Même chose pour enable. Hein. Malgré que ce n'est pas dit, mais généralement, les datasheets, il va vous expliquer. Il va dire que voilà, ce enable, il est synchrone, il est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut Je dire? pense on a parlé du concept synchrone et de asynchrone. Vas-y, oui. Oui, je sais pas, mais en principe, quelque chose de connu. Ah. Donc, généralement, moi, je connais une chose qui est synchronisée, donc il est synchronisé avec une horloge. Très très bien, très très bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Une chose qui n'est pas synchronisée, donc elle ne dépend pas d'une horloge. Horloge. Alors, là, ça veut dire que si vous faites un recette, s'il est asynchrone, il est instantané. Il ne prend pas en considération l'horloge. L'horloge, très bien. S'il est synchrone, donc il faut que ce soit l'horloge au front montant. il attend le front montant. Il attend le front montant pour réinitialiser Voilà, voilà, très très bien. Ça c'est pour le reset, ou bien pour le set, ou bien pour le enable. C'est valable pour les trois. Il y a deux catégories. Il y a les synchrones, il y a les asynchrones. Voilà, la suivante c'est assez simple, c'est pas intéressant. C'est 3.2.7, c'est les transistors level. Les transistors level. Voilà, c'est une optimisation. Nous, on a construit à base de portes logiques, mais il y a une optimisation pour réduire le nombre de transistors. On construit au niveau de transistors. C'est pas intéressant, en tout cas pour nous, parce qu'on va utiliser directement. C'est bon. En principe, c'est bon. Putting it all together. Là, c'est quoi? C'est des latches aussi. C'est où? Oui, c'est. Droit de 8. C'est un exemple. C'est un exemple. Pour faire la différence entre le fonctionnement du latch et des flip-flops. Je ne sais pas ce que vous l'avez fait ou pas. Non, ما لحقتوش. ما لحقتوش. Ouais, c'est juste un exemple. Si vous avez bien compris le fonctionnement des deux, ça c'est juste une application. C'est pour faire en évidence la différence entre les deux. Il faut bien différencier entre les deux, entre latch et... C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Le mot bascule, il est vraiment... C'est quelque chose qui va faire la confusion. Mais bascule, mais il n'est pas bien clair. On ne sait pas. En français, si vous dites bascule D, tu ne sais pas. Est-ce qu'il parle de la D-latch ou bien des flip-flops? Là, tu l'as des flip-flops, exactement. On a fait le cours, je parle en anglais. La nomenclature en anglais. Des flip-flops. Même dans le cas, c'est... Même dans le cas où la nomenclature, là, des trucs techniques, là, les mots techniques, tout est en anglais. C'est en anglais. Parce que c'est plus détaillé que... C'est plus clair. Vous allez voir dans les... explicatif et c'est plus sémantique que le français. Dans les datasheets, c'est bien clair. Flip-flop, latch. Il n'y a pas de mille solutions. Il va directement vous dire ça, c'est une latch, c'est bon. Ça veut dire que il pointe directement la signification. Signification du circuit. Alors on s'arrête ici. On s'arrête ici, voilà. C'est suffisant. Les notions ils sont très importants. Par expérience, ils sont assez difficiles. Généralement, les étudiants ont assez de difficultés à assimiler ça. Mais ils sont très importants. Ça, c'est le fonctionnement des mémoires. D'accord. On va travailler 1000 fois avec ça. Ça, c'est quelque chose qui est très, très commun.
l'utilisation des mémoires. C'est une découverte parce que Je sais, je sais. j'ai toujours voulu savoir comment Comment il fonctionne réellement. ouais, exactement. Hmm. Comment que ça fonctionnait réellement. Et même, par exemple, si on prend la RAM, donc, le cas, j'imagine à peu près une RAM, comment elle peut sauvegarder une information, même si elle n'est pas sous. Ah, c'est différent. Les RAM, c'est différent. On va les voir. Ah, c'est différent de Non, ça. c'est pas le même principe. C'est pas le même principe. Non, non. C'est pas le même D'accord. principe. Mais j'ai déjà une idée sur comment sauvegarder une information dans un circuit. Ouais, voilà, voilà, ça c'est la base. On va voir après les RAM et les ROM, c'est pas le même principe, vous allez voir. C'est pas le même principe. Mais on aura à l'utiliser. Et j'ai déjà c'est ça j'ai déjà des ROM que j'ai acheté et la RAM. J'ai par exemple une RAM de 256 kg octets. J'ai une RAM de 32 kg octets, je pense. Hein. Oui, 32 kg octets. C'est trop petit. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'utilisation. Mais vous allez voir, c'est très intéressant l'utilisation. C'est surtout des RAM. La RAM, c'est bien connu. Comme par exemple les RAM dans les circuits électroniques, par exemple dans les démos là. Lorsque le flashage, c'est quoi? C'est le changement du programme à l'intérieur de la RAM. Oui. Voilà. Voilà, alors la prochaine fois, vous allez entamer le vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Les circuits séquentiels. Les circuits synchronous logic design. Voilà, les circuits synchrones. Vous allez voir, il va vous faire la différence entre circuit synchrone et circuit asynchrone. Vous allez avoir des difficultés ici. En tout cas, nous on travaille avec les circuits synchrones. À la base, ils sont à l'intérieur. Ils représentent quoi? Ils représentent un automate. Ils vont, je vous dis à la fin. Je vous donne je vous donne le résumé. À la fin, c'est un circuit qui va implémenter un automate. Très bien. Voilà. Donc la prochaine fois, on essaie de voir même les finite state machines. Bien sûr, il faut les faire. C'est ça le plus important. Vous allez essayer de lire tout doucement. Je ne sais pas si vous... là, il faut essayer de les faire. C'est les finite state machines, ils sont assez difficiles. Le finite state machine, c'est 3.4. C'est pas loin. Vous allez voir que ces deux pages, c'est juste des explications. Mais la pratique commence à 3.4. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, Finite State Machine. Il va vous expliquer comment on fait la conception. C'est comme on avait fait la conception pour un circuit combinatoire, on va faire la même chose pour un circuit séquentiel. D'accord. Ça va faire, moi j'ai découpé ça c'est la même chose, hein, mais j'ai découpé les choses pour organiser les choses, j'ai découpé ça en 7 étapes. Il y a 7 étapes, automate, et ainsi de suite. D'accord. D'accord. C'est expliqué dans le cours. C'est expliqué dans le cours, oui, c'est expliqué. Il y a tout dans le cours. Il y a une chose que j'ai oubliée, qu'on devrait en principe parler maintenant, c'est les JK flip-flop, RS flip-flop et le T flip-flop. Je les ai totalement oubliés. Là, je les ai mis dans le cours. On va essayer d'en parler maintenant, c'est parce que c'est important. C'est le moment opportun. Alors, JK flip-flop, et là, je les ai expliqués dans le cours. On va utiliser le cours. Là, dans le livre, ils sont dans les exercices. Ils sont mis dans des exercices. Ils sont présentés dans les exercices. Mais c'est la même chose. Voilà, moi, je les ai mis dans la page... Page 14. Page 14. Je vais télécharger. Ça ne fait rien, ça. Pas de la page 13, pardon. Alors, c'était quoi le circuit que vous avez utilisé dans votre projet? Circuit TTL j'ai oublié, parce qu'avec je dois réinstaller le logiciel Proteus. Vous l'avez mis sur simulation aussi? Je travaille directement sur le simulateur. Oui. On a fait document. Je ne l'ai pas. لازم حتى نعاود نطلع نعاود نinstaller. معليش. Parce que je l'ai imprimé, j'ai imprimé
la fiche technique تاع le projet كامل donc Ouais. une fiche وين كاين les composants électroniques كامل وين كاين même les sections تاع les bus les dimensions تاع les pins تاع toute la fiche technique تاع le projet. Ouais. Je l'ai imprimé بصح ما نبريش exactement راهي هي اللي راهم نلقى فيها الأخرى. j'essaie de télécharger le cours برك. 12 chapitre 2. La page 13. La page 13. Enable 7 et reset. On avait parlé de ça, on vient juste parler de ça. D'accord. Ouais. Après, c'est 3.7. 3.7, autre type de flip-flop. Voilà. On va faire la table de vérité il y a 4. En tout, il y a 4 types de flip-flop. Il y en a 4. La plus simple, c'est la D flip-flop. Et vous pouvez voir sa table. Ouais, c'est le D. Bon. Vas-y, essayez de la commenter, juste pour voir. Donc, le tableau fait 3 colonnes, fait D, Q, Q'. Oui. D'accord. Donc, si donc on va étudier le cas où l'horloge est à 0. Donc, dans ce cas-là, l'horloge est à 0. Donc, on sauvegarde l'état ou bien l'information initialement existante dans le D flip-flop. Donc, on ne sait pas quelle est l'information exacte. Alors, donc, juste une remarque. Les tables, vous avez remarqué qu'il y a une coche entre les D et les autres. Il y a une coche triangle. D'accord. Qu'est-ce que ça explique? Ça dit que cette table de vérité n'est vraie que lors du front montant. Elle n'est applicable que lors du front montant de l'horloge. Les autres sections de la période d'horloge, la mémoire elle est sauvegardée, quelle que soit la flip-flop. Quelle que soit la flip-flop. D'accord. Donc ici, durant le front montant, donc si l'information de D est à 0, donc elle va transverser vers Q, donc elle va être 0. Ici, elle est à 1, donc elle va transverser, c'est le 1 qui va transverser. Donc voilà. C'est l'information de ce qu'on a sur le D, on l'aura sur la sortie Q. Très bien, très bien. Donc bien sûr, le Q', c'est le complément. C'est le complément. Alors, il y a la RS flip-flop dans la page suivante. Pour la RS flip-flop, donc on l'a vu déjà avant. Donc, voilà. Si le R et le S sont à 0, donc là, on sauvegarde l'information précédemment existante dans la cellule. Donc, dans la cellule. Oui. Donc, si le 7 est à 1, donc, et le 0 et le R, donc le R c'est le reset, le S c'est le 7. Donc, le S est à 1, le reset est à 0. Donc, l'information qu'on aura sur le Q, c'est le 1. Donc, là, l'information. On la modifie. On va la modifier. Si le reset est à 1 et le S et le 7 est à 0, donc là, on va écraser l'information. Oui. Avec la valeur Avec la valeur 0. Voilà. Voilà, toujours donc, ces opérations, c'est lors du front montant. C'est lors du front montant. Donc là, le 7, 1 et le reset 1, c'est un état interdit. Interdit. Ouais. Voilà. Le JK flip-flop. Sur le JK, donc c'est pratiquement comme la RS flip-flop, sauf que dans l'état interdit, c'est que en sortie, on aura le complément de Q. L'inverse, ce qui a été sauvegardé. Ce qui a été sauvegardé. Très bien. T flip-flop, qui est rarement utilisé, et ça existe, elle existe. Trigger flip-flop. Trigger, c'est trigger. Ouais. Donc, si la valeur de T est à 0, donc on aura la valeur déjà de Q existante. Et si la valeur de T est à 1, donc on va inverser la valeur de Q. Voilà, c'est à 0, ça veut dire que je sauvegarde la même valeur. C'est à 1, ça veut dire que j'inverse. J'inverse, oui. Voilà. Et comment je modifie initialement l'information? Parce que je ne sais pas. Ça, c'est, je mets par exemple.
là, On ne sait pas initialement. Donc, lors de la mise sous tension du circuit, ما نبانش واش راح تكون فيه comme information. mais réellement, on a le contrôle dans les circuits réels. On a le contrôle, on doit utiliser les sets et les recettes, les entrées de commande qu'on vient d'étudier. D'accord. D'accord, pour modifier l'état initial. Après, ça sera le 0 et le 1, ça va 0, ça va sauvegarder, 1, ça va inverser. Ça va inverser. Voilà. Voilà, c'est bon. On va les utiliser, Azouz. Les JK, oui. Les JK, ils sont très utilisés pour la... Non, on ne va pas les utiliser, nous. Mais ils sont utilisés, les JK, ils sont utilisés pour la création, ils sont optimales pour la création des compteurs. Circuit séquentiel compteur, qu'on va voir après. D'accord. Les compteurs, c'est pour, par exemple, comme le PC, programme counter. C'est un compteur à la base. On va les étudier, on va les voir après. Inch'Allah. Mais on va pas là, moi j'ai eu l'occasion de les utiliser théoriquement dans les simulateurs. Pour créer un compteur, j'utilise JK, la bascule JK, elle est mieux que la D flip-flop. La D flip-flop, elle est valide, mais elle est plus complexe. JK, elle est très optimale pour ce genre de travail, ce genre de circuit. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Ouais. Bon, des questions concernant le simulateur. Le simulateur, il n'est pas aussi difficile à... Non, il est très facile à maîtriser. Ah, d'accord. Le Logisim, par rapport aux autres, il est plus simple à maîtriser. Donc, il n'est pas installable. Non, c'est un package Java. C'est un package, voilà, exactement. Il a été développé par un enseignant. Dans le côté académique, c'est le plus célèbre. Pour sa facilité, il est assez simple. Parce qu'il n'a pas de... Voilà, il n'a pas de calcul temporel, des choses compliquées. Il se base sur l'aspect fonctionnel pour la construction. Voilà. Et vous pouvez le télécharger 2,7 mégas, c'est pas 4 mégas, je ne me rappelle plus. Mais... je l'ai téléchargé, Il est excellent. Moi, par rapport aux autres simulateurs, je les trouve... Les autres simulateurs, ils sont difficiles. C'est difficile par rapport à celui-là. D'accord. Subhanallah, je l'ai téléchargé. C'est pas grave, donc on a téléchargé. Oui. Donc, Azouz, donc la prochaine fois... C'est les automates. C'est les automates, voilà. C'est assez difficile, hein, je vous préviens à l'avance. Il y a un exemple dans le livre. Il faut le faire. Dans l'exemple, il va faire étape par étape. Il va commencer par l'automate. Après, il va développer les tables et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, il va faire sortir le circuit. D'accord. Un exemple sur le 3.1, qui est l'étable 3.1, 3.2. C'est l'exemple du campus. Il est dans la page 124. Ouais. C'est une intersection. Il va faire l'exemple de l'intersection dans un campus. Vous allez la lire, vous allez voir. Après, il va faire l'automate dans la page suivante. L'automate, il est assez simple. Vous allez le voir dans la page 125. Après, il va développer les tables. Là, il y a beaucoup de développement. Les circuits séquentiels, il y a beaucoup de développement. Vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe que circuits combinatoires. Ils sont assez longs, c'est pas complexe, ils sont longs. Voilà, et à la fin, dans la page 128, il va développer le circuit, à proprement dit. Voilà. Dans la page 128. Voilà, essayez de le faire. Je pense pas que vous aurez terminé après 2 jours, mais on va faire... Non, je vais essayer de faire Voilà, essayez de le faire. Voilà, on s'arrête ici. On s'arrête ici, Azouz. Voilà. Merci beaucoup. À la séance prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Comme salam.